Bonjour tout le monde, bon après-midi. D'abord, bien sûr, vous ramener, parce qu'on me l'a bien demandé, mes collègues à Genève, de vous dire que vous êtes tous à Paris et en France en général dans nos cœurs et que vous seriez très touchés de voir comment à Genève et partout et à l'OMS, on a mis un peu de ces couleurs rouge, blanc et bleu partout avec notre âme qui était avec vous et surtout la tristesse, mais surtout aussi les positivismes qu'on veut maintenant lutter contre tout ça et avancer et penser au futur. Les présentations de ce matin étaient vraiment excellentes. Alors? Waouh! Je disais, les présentations de ce matin, c'était vraiment excellentes. Et je crois que ça nous a donné déjà un terrain super solide sur lequel on peut maintenant commencer à travailler en se disant, et maintenant on fait quoi? On a des évidences scientifiques fondamentales, phénoménales. On a passé des années, autant que communauté scientifique, qu'on vienne de l'environnement, qu'on vienne de la santé, qu'on vienne maintenant de la biodiversité, qu'on vienne du terrain des académiciens, des investigateurs, des chercheurs, on a tous déjà ramassé tellement d'évidence que maintenant on commence à se dire quels sont les prochains pas. J'étais très contente d'entendre quelqu'un très humblement reconnaître qu'un appel à faire des choses pratiques lui avait fait descendre de son tour d'ivoire. Et j'espère qu'on pourra tous sortir d'ici ce soir en se disant on n'est plus dans la tour d'ivoire, on est tous les mains dans les affaires qui vont quand même influencer notre vie pendant les prochaines années. Si vous n'êtes pas convaincus, après toutes les présentations et après tout le travail que je ne me doute pas que vous êtes en train de faire et que vous avez fait depuis très longtemps, je voudrais partager avec vous 10 raisons qui, pour moi, sont fondamentales et sont la raison pour laquelle on doit, autant que communauté de santé publique, dans le sens très large du mot de santé publique, s'infiltrer dans toutes ces négociations et essayer de les influencer au plus possible. Alors, mes 10 raisons sont les suivantes. 1. Est-ce que la communauté des changements climatiques appelle adaptation? C'est nous qui l'avons inventé, ce terme. En fait, en santé publique, adaptation, ce n'est pas autre chose que prévention secondaire. C'est-à-dire, vous êtes déjà là, vous avez déjà un problème, une maladie infectieuse, vous devez vous adapter, c'est-à-dire, on va faire un peu de prévention secondaire. Alors ça nous donne une raison énorme, parce qu'on voit déjà plein de systèmes sanitaires, de petites unités de santé, que ce soit en Afrique ou en Asie, qui sont déjà confrontés au changement climatique. Peut-être ils ne le savent pas, mais ils reçoivent déjà beaucoup plus de patients, de maladies dont on commençait à avoir une diminution, et là, ça remonte à nouveau. On voit à nouveau des gens qui doivent s'adapter, qui reçoivent dans leur centre de santé des problèmes liés à la malnutrition, parce qu'il y a des problèmes de production agricole, vous l'avez entendu, quand il y a des désastres naturels, bien sûr on ne peut pas produire, parce qu'il y a des problèmes liés aux maladies transmises par les moustiques, donc ils voient une augmentation des cas de malaria là où on ne s'attendait pas, parce qu'on voit des problèmes liés à l'eau et l'assainissement qu'on ne voyait pas à cause des sécheresses. Et en fait, notre système sanitaire, c'est le premier qui est en train de recevoir tous ces problèmes qui sont déjà causés par le réchauffement climatique. Donc voilà une grande raison pour laquelle on doit travailler et s'infiltrer et influencer l'agenda des changements climatiques et faire en façon que l'accord qui va se signer ici à Paris soit l'accord le plus ambitieux possible. Je suis sûre que vous êtes tous au courant de ce qu'à l'OMS on appelle comment augmenter la résilience. Ça c'est un mot impossible, mais je crois que c'est déjà adopté en français, n'est-ce pas? Mal. Vous aurez dû trouver un mot en français pour ça. Il ne faut pas faire des anglicismes, c'est pas bien ça. C'est bon, c'est français? Ah bon, je retire ce que j'ai dit, je suis une pauvre espagnole, alors je ne comprends rien.
Nous, on ne l'a pas. Alors, on doit remonter cette résilience des systèmes sanitaires. Et pour ça, qu'est-ce qu'on propose? Et vous allez trouver tous les documents dans notre page web, je vous invite à les visiter. Un paquet des interventions qui sont des interventions de santé publique du bon sens. En fait, même quand il y a des gens qui vous disent que le changement climatique, ça n'existait pas, il y a des scepticismes, écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est de la santé publique pure et dure, c'est-à-dire renforcer le système de surveillance épidémiologique, qui va être un contre de ça, augmenter la capacité de faire du contrôle des vecteurs, qui va être en désaccord avec ça, et s'assurer qu'il y a quand même une meilleure préparation de santé dans les centres de santé pour recevoir une augmentation des patients de maladies qui existent déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle les investissements qui n'ont pas de regrets, parce que qu'est-ce qui arrive? Ce sont des bons investissements en tout cas. Donc voilà pour la première raison. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du changement climatique la mitigation ou l'atténuation. Et en fait, là à nouveau, c'est la communauté de santé publique qui a inventé ce terme depuis très longtemps. C'est quoi l'atténuation? C'est la prévention primaire. C'est la prévention primaire. C'est aller chercher les causes des maladies et se dire voilà pourquoi on doit intervenir. Et on doit intervenir parce que quand on travaille sur les causes du réchauffement global, sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, en fait, ce qu'on fait, c'est de promouvoir la santé des gens. C'est de se dire, on va réduire ces émissions qui, en fait, ils contribuent à la contamination atmosphérique qui est responsable des maladies liées aux maladies respiratoires, aux maladies cardiovasculaires. Qui va être contre ça? C'est notre agenda. Donc en fait, la mitigation ou la atténuation des causes des changements climatiques, c'est de la santé publique pure et dure. Et c'est pour ça qu'à l'OMS, on a dit très forte, très claire, peut-être pas assez, que si on arrive à un bon accord maintenant à Paris, un accord sur le changement climatique, en fait, ce n'est pas seulement un accord de l'environnement ou un accord des ministères des Affaires étrangères ou un accord des ministres ou des premiers ministres, des chefs d'État. C'est probablement les meilleurs traités de santé publique de 7 siècles. Parce qu'ils vont promouvoir des mesures qui ont à voir avec notre style de vie, avec notre style de consommation et production, avec la façon où on bouge, on fait du transport, avec la façon où on se relaxe et avec la façon dont on produit ce qu'on mange et ce qu'on va détruire aussi. Donc, à nouveau, si ce n'est pas une bonne raison aussi pour être mêlé à ça, je voudrais que vous me disiez ça. Vous êtes tous d'accord jusque-là? Bon. La troisième raison, c'est une question de justice. Vous l'avez entendu ce matin. Les pays qui contribuent le plus à l'émission des gaz à effet de serre sont en fait les pays qui sont les plus protégés pour répondre à cette difficulté causée par le réchauffement climatique. Par contre, ces pays qui produisent les moins de ces émissions sont les plus vulnérables, sont ceux qui ne vont pas avoir des ressources pour s'adapter, sont ces centres de santé qui sont déjà débordés, paralysés et qui en plus ils vont recevoir des cas. Peut-être qu'on aura quelques cas de maladies tropicales qu'on ne s'attendait pas ici en France, en Europe, peut-être. Mais on a la capacité de répondre, on a la capacité de s'adapter, on a des systèmes de santé qui sont très fortes, très résistantes. Donc, on pourra peut-être s'adapter à ça. Tandis que les pays les plus pauvres, ils vont, beaucoup de cas, ils vont revenir en arrière et tous ces grands achievements, objectifs qu'on avait déjà atteints, on va peut-être revenir en arrière. Donc cette question des déterminants sociaux de la santé nous donne encore un autre argument pourquoi on doit se dire on doit intervenir. Donc ça c'était mon troisième argument, il vous reste que 7, donc soyez patientes.
Les quatrièmes, c'est, je l'appellerai respire. Vous savez, il faut respirer. Et ça, ce n'est pas un choix. Ça, ce n'est pas comme les tabacs. Quand on fume, j'imagine qu'ici, il n'y a personne qui fume, mais si jamais vous avez vu des gens qui fument, c'est leur choix. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas dit que c'est dangereux, que fumer tue, mais c'est quand même un choix qu'on peut faire. Tandis que la qualité de l'air que je respire, ce n'est pas mon choix. Je n'ai pas le choix. Quand je vis à Pékin, à Beijing, je ne peux pas choisir la qualité de l'air que je vais respirer. Et par contre, on sait, d'après l'OMS, et là aussi je vous invite à regarder tous ces documents, il y a 7 millions de morts prématurées par an causées par l'exposition à la contamination de l'air qu'on respire, la pollution atmosphérique. Et ça, c'est quand même, si ça, ce n'est pas une raison de nous mêler à ça, je ne vois pas quoi d'autre. Ça représente maintenant la pollution de l'air, ça représente maintenant les risques pour la santé les plus importants. On peut les comparer avec les tabacs. Nos collègues du tabac, ils ne sont pas contents quand on fait la comparaison. Je suis d'accord, il ne faut pas comparer les numéros de morts. Mais il faut se dire que c'est quand même quelque chose sur laquelle on doit se battre énormément, parce qu'on ne peut pas mettre l'air dans une bouteille et dire respirer nuit de façon fondamentale à la santé. Parce que ça ne sert à rien, on ne peut pas le dire. Les gens doivent respirer. Et nous, autant que responsables de santé publique, on doit faire plusieurs choses. Une, on doit s'assurer que tout le monde est au courant qu'il y a 7 millions de morts dues à la contamination de l'air qu'on respire. Deux, on doit proposer des mesures très fortes. Et vous savez qu'il y a eu une résolution cette année en mai à l'Assemblée mondiale de la santé où tous les ministres de la santé ont signé en disant oui, une résolution sur pollution de l'air et santé avec des mesures comme quoi, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment on doit répondre? Comment on doit travailler avec nos collègues au ministère de la Santé et toute la profession de la santé pour leur dire la santé, ce n'est pas seulement la maladie. On remplit nos hôpitaux et c'est bien, on doit fournir du traitement à ces patients qui sont dans l'hôpital. Et on doit fournir les meilleurs traitements possibles, l'excellence, toutes les meilleures technologies. Mais il faut aussi éviter qu'il y a des patients qui arrivent à l'hôpital. Il faudrait diminuer le nombre des gens qui doivent aller à l'hôpital parce qu'ils sont malades. Donc il faut travailler sur la santé aussi. Et c'est là où on doit, autant que représentante de la santé publique, c'est dire que la pollution de l'air, c'est notre problème. J'entends encore dans certains environnements, des gens me dire oui, c'est sûr que la contamination de l'air, c'est un problème pour la santé, mais ce n'est pas nous qui devons faire quoi que ce soit. Ce n'est pas nous les responsables de la santé, ça c'est autre. Excusez-moi, quoi? On sait qu'il y a 7 millions de morts, on connaît la cause et on dit ce n'est pas nos soignants, je suis désolée. C'est vraiment au cœur de notre agenda de santé publique et on a énormément de choses à dire, mais bien sûr il faut être convaincu. Et là, pourquoi je parle de la qualité de l'air? Parce que si on fait des actions, des interventions pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, on va contribuer énormément à réduire cette contamination atmosphérique. Ce matin a été mentionné les short-lived climate pollutants, donc les polluants de l'air des vies courtes, que si on travaille déjà que sur ça, on pourrait réduire de presque 3 millions le numéro de morts chaque année. Donc avec des interventions qui sont déjà là, qui ont prouvé qu'elles sont efficaces et qui on pourrait prendre et que les coûts étaient tellement supérieurs, les bénéfices étaient tellement supérieurs à l'investissement qu'il n'y aurait pas de raison qu'on ne les fasse pas. Donc voilà ma quatrième raison en disant l'air aussi. L'air est une raison très forte, l'air qu'on respire est une raison très forte. La cinquième, c'est les villes, les milieux urbains. Dans 30 ans,
les 70% de la population, même pas 30 ans, les 70% de la population mondiale va vivre dans les villes, dans les noyaux urbains. Donc il n'y a pas de façon de se sortir de cet environnement, de dire nous, responsables de santé publique, on ne travaille pas sur les villes. C'est là où la santé publique va se passer. C'est là où la santé des gens va se développer, où la maladie va se développer, où on va créer les conditions. Donc il faut qu'on travaille dans les villes, dans les milieux urbains, pour lutter contre la pollution atmosphérique, contre les causes du réchauffement climatique, mais aussi pour promouvoir des villes où on peut aller en bicyclette, on peut marcher, qui ne sont pas des endroits où on est forcé à être sédentaire avec tout ce que ça représente pour notre maladie non transmissible et chronique. Et il faut aussi qu'on soit au milieu des discussions de planification urbaine et qu'on parle toujours de planification urbaine saine. Donc que les villes puissent être des laboratoires où on fait l'investigation, la recherche et les propositions de comment nos villes vont évoluer et comment les villes vont être des endroits où les gens vont être sains et non des endroits qui vont promouvoir la mauvaise santé et en fait la maladie aux gens. Maintenant qu'on a ces cinq grands raisons, je vais vous donner encore 5 autres supplémentaires, mais ça c'est comme une espèce d'annexe. Je crois que si vous n'êtes pas convaincus maintenant, ça va être très dur, mais on va quand même essayer les autres 5. Et les autres 5, c'est surtout une raison économique. Vous savez, on doit toujours parler d'économie, sinon il paraît que nos arguments en vie humaine ne sont pas assez forts. Alors l'économie elle est suivante. D'après une étude de la OCDE, donc les pays les plus riches du monde, quand on regarde les dépenses, les coûts sanitaires, les dépenses sanitaires de tous ces pays les plus riches du monde, 97% de ces dépenses ils vont dans les traitements des malades. Donc la provision des services sanitaires, des services médicaux. Je suis médecin, moi, donc ça me convient, c'est joli. Je peux me mettre un stéthoscope, ma blouse, et devenir un vrai médecin à nouveau. Mais quand on regarde ces chiffres, il y a quelque chose qui ne colle pas. On destine seulement un 3% donc, des ressources, des dépenses sanitaires à la prévention. Et c'est bien la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Hein. Ce n'est pas seulement la prévention primaire. Donc, on destine ces fonds à la détection précoce du cancer. Génial, très important. Mais pourquoi on ne travaille pas aussi sur éviter que les cancers arrivent? C'est très bien de les détecter le plus vite possible une fois qu'on l'a, mais ce serait encore mieux d'éviter les causes qui sont un facteur de risque pour tous ces cancers. Et c'est là, à nouveau, où cette théorie de la prévention primaire, je suis désolée de répéter quelque chose de si basique, de si banal, mais c'est quand même quelque chose que quelque part dans notre histoire de la médecine, on a oublié. Et on doit revenir à la prévention primaire. C'est la seule façon où nos systèmes de santé vont être durables, la façon dont on est habitué à avoir des systèmes de santé de très bonne qualité, avec les maladies chroniques qui se développent maintenant. Si on n'investit pas un peu plus sur la prévention primaire, on ne pourra pas les entretenir. Parce que, vous savez, d'après l'OMS à nouveau, les 25% des coûts, enfin des mortalités, morbidité globale est liée à des facteurs de risque de l'environnement, les 25%. Alors comment il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop ironique là. On destine seulement 3% des dépenses à la prévention, tandis qu'on sait qu'il y a 25% des causes des maladies qui est liée à des facteurs de risque environnementaux qu'on pourrait réduire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne change pas cette proportion? Bon, ça serait quand même un rêve. Je ne suis pas... je ne sais pas, j'aimerais bien... I have a dream. Mais bon, je l'ai, le dream, d'arriver à 25% de la dépense. Merci, monsieur.
Mais ça serait quand même, je ne dis pas 25%, mais 10%. Si on se met tous à crier ensemble, on veut 10% de la dépense de santé pour la prévention primaire. Et puis on pourrait même prouver qu'on diminue énormément les coûts sanitaires de ces maladies chroniques qui coûtent énormément à la société, aux malades, mais aussi aux finances. Un autre argument très fort, c'est que quand on regarde comment on calcule les prix du charbon, on n'a pas estimé les coûts sur la santé de l'utilisation du charbon. Quand on estime les coûts sur la santé, ça nous ferait, et ça c'est un numéro impossible pour moi à dire en français, c'est 5.3 trillions. Je ne sais pas comment on dit en français trillions, mais même en espagnol, je ne sais pas comment on dit parce que c'est un chiffre qui me surpasse. Mais c'est énorme. Mais en tout cas, on pourrait, cet investissement d'enlever les subsides sur les charbons, on pourrait nous couvrir toute la dépense sanitaire qu'on a en ce moment. Tous ces arguments n'ont pas été considérés dans les discussions du climat, parce qu'on n'a pas inclus la santé comme un des coûts positifs ou négatifs et tous les co-benefits, tous les bénéfices pour la santé qu'on pourrait avoir quand on fait la promotion d'un système de transport plus durable. Les bénéfices pour la santé sont énormes. Il y aura moins de sédentarisme, il y aura moins d'accidents de la route, il y aura moins d'accidents tout court, il y aura moins de contamination de l'air, donc moins de maladies cardiovasculaires, moins d'infarctus, d'accidents cérébrovasculaires, des maladies respiratoires chroniques. Tout ça, ça n'a pas été pris en considération, parce que si on les prend en considération, alors les coûts deviennent négatifs. Tous ces investissements sont positifs. J'étais déjà en mon argument numéro 6. Les 7, c'est la double responsabilité. On dit qu'on a tous une responsabilité sur l'environnement, mais que les médecins, nous, on a les doubles de responsabilités. Et les doubles de responsabilités, ça veut dire qu'il faut qu'on passe tous ces arguments de pourquoi investir dans un environnement sain, c'est bon pour la santé des gens. Et il faut qu'on puisse tous maîtriser ces arguments financiers et autres pour pouvoir les passer et pouvoir convaincre nos politiciens. Numéro 8, on s'approche, c'est presque fini, soyez patients. Numéro 8, c'est leading by example, c'est-à-dire on a une responsabilité de donner le bon exemple. Et là, bien sûr, il ne faudrait jamais voir un médecin qui fume, ça j'ai vu encore, mais bon, de moins en moins. Mais surtout, il faudrait voir des médecins qui marchent dans les villes, qui prennent le bus, qui prennent des bicyclettes, qui recyclent, qui ont un système efficient d'utilisation de l'énergie à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne gèle pas avec l'air conditionné comme aux États-Unis. Désolé d'utiliser les États-Unis d'exemple, mais quand on va à une conférence de santé aux États-Unis l'été, on gèle. Mais on gèle, littéralement. Alors, il faut se protéger parce qu'on gèle, parce qu'on utilise d'une façon abusive l'air conditionné, ou bien on chauffe énormément l'hiver avec les réchauffements, enfin les systèmes de réchauffement. Tout ça, on devrait donner un exemple de prouver que dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, on peut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a un bon programme pour ça. Vous allez aussi regarder à la page web de l'OMS Greening the Health Sector, c'est-à-dire diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les grands hôpitaux. Ça, c'est quand même un exercice très positif. On diminue notre footprint, donc notre empreinte charbon, mais aussi on diminue les coûts, enfin les dépenses. Et en plus, on va avoir beaucoup plus de dépenses efficaces sur l'eau, les aliments, tous les plastiques, les emballages et tout ça. Donc il y a énormément de choses à faire et on peut donner un très bon exemple. 9. Les objectifs du développement durable qui ont été approuvés en septembre à New York avec les leaders du monde. Et vous savez qu'il y en a un qui est l'objectif 3 qui parle de santé, mais en fait, ça serait une grande erreur croire
que la santé est l'objectif numéro 3, qui parle de santé et qui en fait il parle des maladies. C'est-à-dire on diminue la mortalité par la malaria, on diminue la mortalité par le sida, on diminue la mortalité materno-infantile, tout ça, bien sûr, il faut qu'on le fasse. Mais dis donc, on ne travaille pas seulement pour la mortalité, non? On fait encore un peu plus que tuer des gens. Enfin, on travaille aussi sur promouvoir et créer. Et c'est pour ça, dans cet objectif de développement durable, regardez le numéro 7. Ça s'appelle accès à l'énergie propre et durable. Vous croyez que notre santé ne dépend pas de ça? Énormément, puisqu'il y a 7 millions de morts qui meurent à cause de cette pollution de l'air, parce que la moitié de l'humanité ils utilisent encore des combustibles fossiles pour se réchauffer, pour cuisiner ou pour avoir la lumière. Alors, avoir un accès à une énergie propre, c'est un agenda de santé énorme. Numéro 6, accès à l'eau potable et l'assainissement. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est quand même un objectif de santé énorme. Numéro 2, la nutrition. Numéro 8, je crois que c'est les villes, comment les villes vont se promouvoir. Numéro 10 ou 9, les changements climatiques. C'est-à-dire il y a plein d'objectifs de développement durable qui ont à voir avec notre style de vie, comment on va transporter, comment on va utiliser les voitures, quel type d'énergie, quel type de combustible, comment ils vont être nos maisons et comment ils vont être nos villes. Si ça, ce n'est pas la santé, je ne sais pas où on est. Et alors, la dernière raison, si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'allais vous dire, c'est comment... Je crois que c'est L'Oréal qui dit, parce que je le vois bien. Non, c'est pas ça. Non, la 10e raison, si vous n'êtes toujours pas convaincu, c'est l'urgence. Il y a quand même une urgence énorme. Il y a des catastrophes naturelles, il y a énormément de gens qui souffrent déjà, il y a énormément de pertes économiques en vie humaine, il y a des gens qui sont déplacés d'une façon massive parce qu'ils cherchent de meilleures sources d'alimentation, de l'eau, de protection, des maisons. Donc je vous dis à tous, il y a urgence aussi à travailler sur ça. Et en parlant d'urgence, j'espère que vous avez tous signé l'appel de l'OMS d'urgence sur le changement climatique et le climat. Tout le monde a signé? Oui? Bravo pour les Français. Sinon, je vais vous envoyer un email tout de suite. Enfin, les organisateurs, ils vont vous envoyer un email. Signez ça, s'il vous plaît, et passez-la à vos réseaux, à vos amis, à vos familles, parce qu'il nous faut énormément de signatures pour dire les changements climatiques a un impact négatif sur notre santé, mais peut aussi avoir un impact très positif si on prend les bonnes décisions. Et on appelle à tous ces leaders qui vont se réunir ici à Paris à prendre un traité le plus ambitieux possible, parce qu'on joue énormément, notre santé se joue énormément sur ces traités. Merci beaucoup pour votre attention.